on peut y aller effectivement. Merci à tous. Bonsoir et merci d'être présents à la fois ici sur place dans les locaux de l'AEFR et en ligne. Et merci à Jean-Jacques Barberis et Fabrice de Marigny de bien vouloir nous honorer de leur présence et de leur présentation de deux papiers très intéressants qui, comme nous allons le voir, se complètent parfaitement sur le sujet de la finance durable, puisque nous sommes ici, enfin la réflexion et les échanges de ce soir se situent dans le contexte du plan d'action sur la finance durable, l'action européenne sur la finance durable, et particulièrement dans le contexte de la CSDR, Corporate Sustainability Reporting Directive, qui vient remplacer une précédente directive sur le reporting extra-financier, la NFRD, et qui a pour objectif d'harmoniser le reporting de durabilité des entreprises et d'améliorer la disponibilité et la qualité des données ESG publiées, normaliser l'information extra-financière et amener vers davantage de fiabilité et de comparabilité des données. C'est une directive qui a été publiée en décembre dernier et qui s'appliquera progressivement à partir du 1er janvier 2024. En tout cas, cette directive est une pièce additionnelle dans une évolution qui devrait transformer durablement l'économie européenne, associée à d'autres réglementations telles que SFDR ou la taxonomie verte européenne. Donc nous allons parler ce soir de deux contributions presque concomitantes venues alimenter des réflexions sur les enjeux relatifs aux nouvelles obligations d'information s'imposant aux entreprises sur les données de durabilité. Il y a eu chronologiquement, si je puis dire, un debate paper de l'AEFR publié en janvier sous le pilotage de Fabrice de Marigny qui s'intitule « Information sur la durabilité et efficacité des marchés financiers » et qui souligne les défis posés par la mise en œuvre de ce nouveau cadre européen et qui analyse les effets d'une disponibilité de données comparables en termes d'efficience de marché et d'allocation de capital. Il y a eu ensuite, au mois de février-mars, un position paper publié par l'Institut de la finance durable, rattaché à Paris Europlace, et auquel les équipes d'Amundi ont particulièrement contribué, sur le sujet des données et notations ESG, la nécessité d'un cadre réglementaire ambitieux, et qui met en lumière le rôle devenu central des indicateurs ESG et des fournisseurs de ces données, et qui émet différentes suggestions pour un meilleur encadrement des acteurs. Les deux documents convergent sur plusieurs points, en particulier le caractère structurant pour les entreprises des données de durabilité qui conduiront les sociétés à publier des informations détaillées sur leurs risques, et puis sur l'intérêt d'un cadre européen sur la fourniture de données précisées et renforcées qui obligerait à une meilleure transparence des méthodologies utilisées et un contrôle étroit sur la gouvernance des fournisseurs de données afin que puisse se bâtir un écosystème efficient pour contribuer de façon optimisée aux défis de la transition climatique. Alors pour autant, chacune de ces analyses présente un angle spécifique. Le position paper de l'Institut de la finance durable se concentre, si on peut dire, sur le rôle des agences de notation extra-financière et l'encadrement qu'il serait intéressant d'apporter. Le debate paper avait un tropisme à la fois général et puis un volet peut-être additionnel qui est celui de l'impact de ces données sur le fonctionnement des marchés financiers. En toute hypothèse, notre débat de ce soir, c'est d'essayer de voir dans quelle mesure, comment faire pour que ce cadre posé soit le plus efficace possible opérationnellement parlant, c'est-à-dire comment effectivement les acteurs vont devoir s'organiser sur la base d'une réglementation qui va qui va être complétée par des actes complémentaires, des actes délégués additionnels, et comment les acteurs vont devoir pouvoir s'organiser pour fournir effectivement un ensemble de les données attendues sans dispersion trop grande d'efforts, sans dispersion trop grande d'énergie, de façon encadrée, de façon focalisée et donc efficace. Voilà, donc nous avons la chance d'avoir deux acteurs formidablement experts sur l'un et l'autre formidablement experts. Jean-Jacques Barberis est directeur du pôle client institutionnel et corporel et entreprise et ESG, et membre du
direction générale du groupe Amundi. Jean-Jacques, vous avez commencé votre carrière au Trésor. Vous l'avez poursuivi, enfin, vous avez fait du cabinet aussi auprès de Pierre Moscovici, ministre de l'Économie et des Finances. Et puis, vous avez accompagné le président de la République comme conseiller pour les affaires économiques et financières jusqu'en 2016. Et où vous êtes rentré chez Amundi dans ces fonctions de coverage très générales. Vous êtes aussi aujourd'hui membre du bureau exécutif de l'Institut de la finance durable et donc particulièrement bien au fait de toutes ces réflexions autour de la finance durable. Je me rappelle que vous êtes ancien de Sciences Po, ancien de l'ENA, ancien d'études supérieures approfondies en histoire et de l'École nationale supérieure des lettres et sciences humaines de Paris. Et donc devenu très financier dans ce domaine large, mais particulièrement de la finance durable. Fabrice, avocat associé chez Mazars, responsable global de l'activité Financial Markets du groupe Mazars. Fabrice a travaillé pendant une grosse dizaine d'années à l'AMF, a été aussi le secrétaire général du César, l'ancêtre direct, si l'on peut dire, de l'ESMA, jusqu'en 2008, où Fabrice a intégré le partnership international de Mazars. Fabrice, depuis, a fait plusieurs rapports s'est vu commanditer plusieurs rapports sur notamment le Small Business Act du droit boursier européen, les 25 recommandations sur une union des marchés de capitaux. Fabrice a aussi présidé le comité d'orientation stratégique d'Euronext dédié aux PME et ETI, qui a conduit à la création d'Enternext. Fabrice a été président du groupe d'experts à haut niveau Nextemu, c'est peut-être encore toujours vrai d'ailleurs. Et puis, ça, ce qui doit encore être vrai, c'est la présidence de l'ECMI, European Capital Markets Institute. Et puis, enfin, je passe sur d'autres activités, qu'elles soient municipales ou éditoriales, qui sont un tout petit peu en dehors de notre propos d'aujourd'hui, encore que. Donc, merci à tous les deux. Ce que nous avons prévu de faire, c'est une présentation rapide de l'un et l'autre d'une dizaine de minutes chacun, avant que l'on puisse enchaîner sur des questions qui seront prises dans la salle, que j'aurai pour partie aussi, et puis qui seront prises en ligne. Donc, je crois que c'est Fabrice qui commence. Merci beaucoup. Eh bien, Michel, merci beaucoup. Merci beaucoup de cette invitation et de l'opportunité de parler de ce sujet important qui anime beaucoup de monde, compte tenu des délais de transposition et de mise en œuvre qui se rapprochent. Effectivement, j'ai eu le plaisir et l'honneur de présider un petit groupe de travail sur ces questions au sein de la BFR, dont le document que tu as mentionné et le résultat qui a été publié en janvier dernier. Et nous avions pris comme angle d'attaque, puisque au fond, c'est ça le plus important, que cette nouvelle forme d'information va animer les marchés financiers, qui animent déjà, mais qui sera standardisée, va avoir un impact, certainement, dans les stratégies de tous les acteurs pour se financer, pour se rémunérer son épargne. Et donc, le facteur liant, c'est l'information de durabilité qui permettra de prendre aux uns et aux autres des décisions. Et je ne vous apprends rien en vous disant qu'effectivement, le plus important, c'est que cette information soit de qualité pour qu'elle remplisse pleinement son rôle, que les décisions soient basées sur un enseignement de la réalité qu'elles sous-tendent. Donc, il faut que ce soit une information utile, parce que trop d'informations tue l'information. Donc, il faut qu'elle soit utile, qu'elle donne une image fidèle, qu'elle soit vérifiable, qu'elle soit comparable, et qu'elle soit compréhensible. Les marchés financiers ont des décennies d'expérience en la matière, mais cette nouvelle forme d'information, elle viendra en plus. Et je crois que le législateur européen a dit qu'il faut avoir en tête que ça aura la même magnitude, c'est le mot employé, que l'information financière dans le fonctionnement des marchés. Alors,
en somme, je pense qu'une des priorités est de faire en sorte que cette information ne soit pas trompeuse, et donc de combattre ce qu'on appelle l'éco-blanchiment, ça doit être le mot français pour greenwashing, et que donc l'information produite soit de même qualité. C'est pour ça que les standards, comme il y a des standards pour la normalisation comptable, il y aura des standards très bientôt annoncés pour encore la formation. Ils s'appliqueront et ça sera la base sur laquelle les sociétés qui sont concernées produiront des états de durabilité, si on peut appeler ça comme ça, et les éditeurs vérifieront que tout ça est conforme dans un environnement très particulier à l'Europe, qui est qu'en Europe, on a choisi d'avoir aux émetteurs de donner une information de double matérialité, c'est-à-dire à la fois l'impact de l'environnement et de la société au sens large sur l'entreprise, qui est plutôt ce qui a été retenu dans d'autres juridictions comme élément principal, qui s'apprécie ici donc comme une source d'opportunité ou un risque pour l'entreprise. Et donc, il y a un petit côté un peu court-termiste sur l'appréciation de cet angle d'information. Mais en Europe, donc je disais, c'est une double matérialité. On y ajoute l'impact qu'aura l'entreprise sur l'environnement et la société au sens large, c'est-à-dire une forme de mesure de la valeur ajoutée à long terme qu'apportera l'entreprise à l'économie et au monde au sens large. Alors, l'autre point important que je voulais souligner, c'est que ici, je parle de la matière brute et qu'il y a une différence fondamentale avec la NHRD, et que dans la CSRD, pardon pour tous ces acronymes, la différence fondamentale, c'est que cette information passera par les instances de gouvernance. Et donc, de la même manière que pour l'information financière, ici, il y aura des procédures de contrôle interne, de remontée d'informations, un comité unique, un board, une assemblée générale qui validera cette information. Et donc, les questions d'engagement, de prise de responsabilité sont beaucoup plus fortes. Mais, comme je le disais, ça, c'est la matière brute qui va sortir. Ce qu'on aurait d'ailleurs pu commencer par ça, enfin, bon, je ne reviens pas là-dessus. Mais pour que ceci devienne accessible aux investisseurs et aux investisseurs particuliers, personnes physiques, il faut la rendre digérable, compréhensible et les aider à la décision. Donc, ça peut passer par la labellisation de fonds, ça peut passer par des indices et par la notation. Et là, où en sommes-nous en termes de comparabilité, en termes de transparence et de compréhension de l'information retraitée? Là, le panorama n'est pas bon. Je pense que les deux documents que tu as mentionnés au départ le soulignent amplement. Je pense que la commission ESMA en a pris conscience et ont commencé à réfléchir à la manière à la fois de rendre les notations plus transparentes dans leur méthodologie pour qu'elles deviennent comparables. Et il y a un projet de directive qui est attendu dans les prochains jours qui prend ce sujet sous le même angle qu'il l'a pris que pour l'information financière. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui feront de la notation agréée ou seront agréés par ESMA. Donc, c'est un passeport qui a enfin, un agrément directement à la taille du marché unique. Va assez loin dans la gestion des conflits d'intérêts, parce que toutes ces boîtes font à la fois de la notation, mais du conseil et du conseil pour la mise en œuvre, et prendra probablement une séparation des activités juridiques et financières, des activités de conseil, des activités de notation. Tout sera, alors on ne sait pas encore, il faut voir le texte, plus de transparence sur les méthodologies. Personne ne souhaite qu'il y ait une uniformité de méthodologie. Dans ce cas-là, ce n'est pas la peine d'avoir plusieurs agents de l'investissement. Et puis chacun a le droit d'avoir sa manière de lire et de comprendre, au moins que ce soit transparent, compréhensible et interprétable par l'investisseur. Et des dispositions, et j'y reviendrai, c'est important, sur les agents de notation
d'États tiers, où là, pas tout à fait encore tout très clair. Est-ce que s'il s'agit d'agences de notation financière, l'agrément sera étendu? Est-ce que il y aura des procédures d'équivalence? Est-ce que voilà, on attend. Voilà. L'autre point important viendra de la labellisation des fonds. Je comprends que les textes sur des ratios assez clairs, rigides et précis de type d'investissement ESG devront être affichables, et que, en ce qui concerne les indices et les benchmarks, là, les progrès sont beaucoup plus lents, puisque la réglementation sur les indices ou les benchmarks a été modifiée, je crois, une fois pour le climat uniquement, et il n'est pour le moment pas question d'aller au-delà. Et en revanche, tout ce qui concerne les diffuseurs de données, les titulaires de données, seront hors, donc demeureront une activité non régulée. J'aborde ces quatre domaines parce qu'elles soulèvent une question que les deux papiers soulignent, qui est la question de l'écosystème qui permettra justement à la fois de traiter ces données, de les reproduire sous forme d'indices d'une manière ou d'une autre, de les auditer, de fabriquer des notations. Aujourd'hui, c'est un autre sujet, mais l'Europe est très bonne pour faire de la réglementation avec un écosystème qui ne possède pas. Et là, c'est un cas assez flagrant. Et donc, se pose la question fondamentale de savoir quel sera cet écosystème. C'est essentiellement l'écosystème qui gère tout ça, enfin, qui vit de tout ça pour la formation financière, qui va se transformer en experts ESG. Ils l'ont affiché, ils le disent, ils ont créé une alliance entre eux. Mais le minimum qu'on peut noter, c'est qu'il s'agit de deux duopoles et de deux oligopoles, à la fois pour la notation et pour les diffuseurs d'informations, ou pour les créateurs d'indices ou les auditeurs. Et donc, pour le dire publiquement, le marché unique n'est pas leur marché domestique. Ce qui n'est pas grave en soi. Je dirais ce qui est encore plus embêtant, c'est le fait qu'il s'agisse d'oligopole et de duopole. Pourquoi c'est assez difficile à comprendre. Enfin, l'Union européenne prend ces sujets sous des angles complémentaires, mais il n'y a pas de vision horizontale. Sous l'angle de la concurrence, elle mesure bien les risques de position dominante, le fait que les consommateurs peuvent être captifs de prix et ne pas pouvoir le négocier, et qu'il n'y ait pas réellement de stratégie de sortie de duopole ou de ligopole, et voire même des renforcements des marines à l'entrée. Sous un angle marché intérieur, les passeports, elle fait le marché intérieur. Elle a une réflexion sur la stratégie de la protection des données et de l'open source, je y viendrai. Sous l'angle Green Deal, c'est plus macro-environnemental. Et il y a des grands enjeux de classification sectorielle dans la taxonomie. Il y a des grands enjeux de définition de moyens publics, de financement de la transition. Mais les interactions entre tout ça ne sont pas claires. Et sous l'angle de la régulation financière, oui, la finance verte est un vrai sujet d'ailleurs, pris en charge par la DG FISMA, mais elle résonne en silo. Elle résonne, la notation est un exemple, elle résonne sur les conditions d'accident, le conflit d'intérêts, etc. Il ne se pose absolument pas la question du côté transverse de tout ça, et quels sont les risques attachés à cette absence de stratégie sur la réflexion sur l'écosystème. C'est qu'on risque de voir s'installer des référentiels, des indices qui privilégient l'analyse de données ESG comme facteur de risque et non pas comme facteur d'investissement environnemental et social à long terme. On risque évidemment une inefficience des prix et donc un accroissement du coût du capital. Je rajouterais aussi
Alors, comment on pourrait appeler ça? Un peu un effet papillon. Et si vous me permettez, je veux faire un tout petit écart par rapport à la durabilité. Vous parlez du monde que je connais qui est celui de l'audit, parce que nous sommes des acteurs de cette chaîne. Et le champ de l'audit s'élargit, comme s'étend le champ de la notation et de la diffusion de données, du financier à la durabilité, et maintenant, de manière très significative, sur l'audit l'algorithme. Pour, par exemple, tout ce qui est relatif au Digital Service Act, la modération des... Bref, peu importe, c'est de l'audit. Et donc, si les monopoles ou les oligopoles se répliquent, vous pouvez avoir un accident, peut-être un auditeur qui audite, je le hasard, Twitter, et fait mal son travail et il prend un risque réputationnel énorme, peut disparaître des autres domaines qu'il est censé auditer, que ce soit la durabilité ou le financier. Et donc, les effets pervers de la concentration sont aujourd'hui systémiques, au sens où ils sont à la merci d'un effet papillon. Et ça me semble un point encore important pour une réflexion transverse de la part de la Commission sur l'ensemble des sujets, mais je pourrais le dire pour la notation ou les diffuseurs de données. Bon, voilà, pardon, j'ai peut-être été très long, mais je te laisse avec plaisir compléter. Merci beaucoup, Farid. Excusez, pendant le voyage, j'ai une mauvaise toux, j'en suis navré, mais je ne contaminerai pas, je vais vérifier préalablement. Un grand merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir de parler aujourd'hui, de parler avec Fabrice, parce qu'on connaît, je pense, depuis un peu 16 ans maintenant. On n'a pas fini l'occasion de parler de ces sujets-là ensemble, mais vous allez voir que malheureusement, je ne vais pas être très contrariant par rapport à ce qu'il Fabrice, parce que je serai plutôt aligné. Comme aurait dit ma grand-mère, je pense qu'il y a deux choses certaines dans la vie, les impôts et l'engagement de Fabrice pour la souveraineté européenne. Donc, propos liminaire, il ne sera pas démonté. Donc, moi, je vais essayer de vous donner un peu un point de vue de pratiquant, et de pratiquant au sein d'une société de gestion, pour vous donner un ordre d'idée. Aujourd'hui, achète de la data ESG auprès de 17 providers différents, qui à partir de ça fabrique son propre modèle de notation pour noter à peu près 18 000 entités cotées et qui intègre des objectifs ESG comme contrainte dure de gestion dont un peu plus de 800 milliards de ce qu'on gère. Donc là, c'est l'expérience d'un peu de pratiquant depuis un certain temps. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est plus d'une trentaine de personnes qui, dans le département techno de la maison, travaillent toute la journée sur notre modèle de gestion. C'est un petit peu leur demande. Je vais essayer de vous donner ce point de vue-là. Vous avez peut-être aussi un petit peu un point de vue comme tu l'as rappelé, d'ancien du côté public. Et aussi, comme tu as gentil de le rappeler, comme historien, parce que moi je suis venu au marché en étant fondamentalement convaincu que les marchés sont très largement traités par les représentations, les enjeux de représentation. Il n'y a pas plus beau sujet qu'un LNG. Éléments de représentation qui guident les marchés. Je vais essayer de vous donner un tout petit peu de perspective de cette réunion-là aussi. Et puis, pour terminer pour expliquer d'où je parle, dernièrement, d'une maison qui a toujours très fortement soutenu toutes les avancées réglementaires, les a très largement portées. Pour certaines d'entre elles, peuvent avoir des effets transformants. Dans ce cas, dont on parlait tout à l'heure, le fait que la réglementation sur les indices n'a été prise qu'une seule fois sur ces sujets, c'était de créer les indices PFD et les indices CPD, ce qui pouvait paraître pour passer pour un petit sujet il n'y a pas très longtemps, qui pour une maison comme la nôtre se chiffre aujourd'hui en dizaines de milliards sous gestion sur le fondement des indices en question et sur des gestions annuelles qui s'en servent. La réglementation peut effectivement avoir un caractère extrêmement transformatif. Donc, je vais essayer de partager ça avec vous à partir du papier qui a été fait par l'IFD, qui, comme ça a été rappelé, les banques variables en place, et sur lequel on a souhaité assez largement porter l'attention, en effet, sur les enjeux de souveraineté associés à ces sujets-là. Je vais y revenir. Je vais juste me permettre un tout petit rappel avant de rentrer dans les 4 points que j'ai développés. Le premier rappel, c'est qu'on discute de ce sujet-là, entre guillemets, après
une très grosse étape réglementaire qui a été franchie, où on se pose la question notamment comment aller collecter proprement la data chez les corporates, alors que de l'autre côté, on a déjà des obligations qui présupposeraient que la data en question soit à disposition, qui sont déjà en œuvre. Parce que pour mémoire, hein, là, dans les 9 derniers mois, on a quand même tous collectivement vécu dans le secteur, et c'est un constat, hein, c'est pas une critique, quand même 3 moments un peu costauds. Hein. MiFID, qui dans sa nouvelle modalité d'application, implique notamment de poser la question de la préférence en matière de soutenabilité au client final, ce qui est un sujet qui est quand même pas trivial. Deuxièmement, évidemment, la deuxième saison de SFDR qui a très largement, on va dire, accru, et pour de bonnes raisons, les exigences réglementaires associées à des calculs, je vais revenir, notamment ce qui est considéré comme soutenable au sein des produits de gestion qui sont proposés. Et puis évidemment, la taxonomie qui est rentrée en vigueur. Et pour la petite histoire de faire sourire tout le monde sur une problème de séquençage qu'on a parfois dans la réglementation, je vous rappelle qu'en France, hein, on ne peut pas donner des éléments de taxo, on ne peut pas rapporter sur des éléments de taxo sur des portefeuilles aujourd'hui, puisqu'on ne peut pas le faire sur des données estimées et non pas sur des données reportées. Comme les données reportées n'existent pas encore, on ne peut pas le faire aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Ça, c'est pour l'amusement collectif. C'est pour rappeler pourquoi quasiment tout le monde rapporte des objectifs de taxo de zéro. Hein, aujourd'hui, c'est simplement pour cette raison-là, quand même, ce qui a le mérite de l'amusement intellectuel. Alors, pour traiter, je vais rester dans les temps, Michel. Le sujet qu'on a aujourd'hui, moi j'ai 4 points et une provocation. Ça, c'est pour vous écouter jusqu'à la fin, pour retenir la provocation, je reviens sur les 4 points. D'abord, premièrement, je pense qu'il faut rappeler un tout petit peu de quoi on parle. On parle de data et de notation qui aujourd'hui sont, c'est pas du tout une critique, hein, aujourd'hui, des environnements fondamentalement non stabilisés. Il faut avoir ça en tête, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'essentiel de la data ESG qui est utilisée par des gens comme nous, qui l'achetons à des providers, qui font d'ailleurs le travail pas évident d'aller la récupérer, c'est une donnée aujourd'hui qui est une donnée qui est, pour mémoire, non harmonisée, et avec la résultante, hein, l'une des résultantes, qui est aussi que les ratings qui sont fabriqués à partir des données en question sont aujourd'hui très différents les uns des autres. Pour mémoire, hein, ça c'était un petit travail qu'on avait fait il y a quelques années, mais quand vous avez des corrélations qui se baladent à 0,99 sur les notations du crédit, sur les notations ESG telles qu'elles sont fournies par des providers ou par des animaux comme nous, on est plutôt sur des corrèles qui sont à 0,6. Hein. Donc vous avez vraiment de très grandes différences qui existent encore. Ce qui n'est pas forcément un problème, mais c'est une réalité. Deuxième réalité qu'il faut avoir en tête, à partir du moment où on travaille sur de la donnée qui n'est pas totalement stabilisée d'une part, pas totalement fiabilisée, et qu'on est sur un objet qui est lui-même non normé, hein, c'était rappelé par Fabrice pour une raison, il faut bien avoir en tête que tous les modèles de notation ESG qui existent aujourd'hui embarquent des biais majeurs. Pas forcément bien ou pas bien, ils embarquent des biais majeurs. Alors nous, on s'était amusé, je crois que on a fait publiquement ce truc-là, mais il ne faut pas qu'on le fasse. On s'était amusé à faire une petite étude quantitative pour regarder les biais qu'embarquait notre modèle par rapport à des modèles fournis par de grandes maisons qui fournissent des notations ESG. Je ne citerai pas pour ne pas leur faire de pub. Alors ça donnait un résultat, c'est pour vous faire sourire, que moi je trouvais très amusant. C'est-à-dire dans des modèles de notation ESG anglo-saxons, c'est très anglo-saxon, c'est-à-dire que grosso modo, si vous étiez mal noté à un moment, au bout de 5 ans, vous avez une très forte probabilité de vous être amélioré. Inversement, si vous étiez plutôt mal noté, si vous étiez plutôt bien noté, vous avez assez peu de chances de rétrograder. Alors que dans des modèles continentaux, un peu comme le nôtre, bien français, quoi, si vous étiez bien noté il y a 5 ans, c'est très dur de le rester. Et si vous étiez tout en bas, c'est dur de remonter la pente. J'exagère un peu, mais c'est pour montrer que, même s'il y a une corrélation et les directions sont les mêmes, mais néanmoins, ça embarque des biais réels qui ne sont pas du tout triviaux, puisque c'est un enjeu maintenant très important pour les corporates à niveau. Premièrement, d'abord, parce qu'aujourd'hui, si on se met dans la peau d'un directeur financier corporate sur la fête dans la salle, c'est quand même extraordinairement compliqué de fournir la data qui vous est demandée à tout le monde. Et je pense que personne ne s'est jamais amusé à faire une étude de corrélation entre le nombre de questionnaires auxquels un corporate répond et sa notation ESG. Je suis sûr qu'il y aurait une corrélation forte, ce qui est quand même un problème. Et deuxièmement, c'est matériel maintenant pour les sociétés, puisque à partir du moment où des animaux comme nous intégrons de plus en plus d'objectifs associés à ces notations dans nos fonds, ça a un effet sur 2 choses, le cours de l'action et potentiellement toute la dette, puisque ça crée des effets de demande mécanique.
en direction des sociétés qui sont plus ou moins bien notées ESG, ce qui est un truc qu'on observe parfaitement d'un point de vue quantitatif. Donc ça, c'était pour rappeler un tout petit peu dans quel contexte on opère. Le deuxième élément qu'il faut avoir en tête, et le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, la donnée ESG, la donnée brute au départ, aboutit ensuite à fabriquer des notations ou des processus, par exemple d'éléments. Il faut bien avoir à tête qu'elle est quand même doublement centrale. D'abord, elle est centrale pour beaucoup de maisons européennes dans les process de gestion eux-mêmes, parce que si on prend les sociétés de gestion françaises, vous en avez quand même énormément qui maintenant utilisent et qui se donnent des objectifs associés à ça, donc ça a des effets en gestion. Et deuxièmement, c'est central parce que la réglementation est en train de faire de ces éléments-là un élément clé de son applicabilité. Là, je vais être un tout petit peu technique une seconde, mais il faut quand même rentrer un peu dedans. Aujourd'hui, pour les personnes averties qui sont dans la salle, vous savez que dans le cadre de SFDR saison 2, ce qui a abouti à toutes les discussions sur la qualification des articles 8 et des articles 9, ce qui est le point fondamental de SFDR saison 2, c'est le pourcentage de ce qui est sustainable, donc sustainable investment, hein, le pourcentage de SI dans le jargon. Alors, le pourcentage de SI dans le jargon, pour mémoire, la réglementation 2020 fixe un cadre méthodologique, mais ne donne pas une formule. Contrairement à la taxo, où là, d'une certaine manière, c'est une formule, c'est pratique. Vous avez le même pourcentage de taxo sur un indice de référence chez BlackRock, chez Amundi, chez BNP, ça sera le même. Par contre, le pourcentage de SI, pas du tout, il est très différent, il dépend des méthodologies de gestion et des méthodologies qui sont associées selon les différents gérants d'actifs. Et ça repose beaucoup sur la data ESG, la qualité de la data qu'on récupère et la manière dont on fabrique nos évaluations. Donc, d'une certaine manière, cette question-là, qui à la limite auparavant était était par choix, donc c'était les acteurs qui s'y engageaient, qui l'utilisaient, le faisaient comme ils voulaient, maintenant devient un élément central de la réglementation elle-même qui s'applique à nous et de notre capacité à fabriquer des fonds. Ça, c'est quelque chose qui a quand même profondément changé, d'où la nécessité qui est illustrée dans le papier qui a été produit par l'UD et par Paris Place et qui était dans le propos de Fabrice, évidemment de dire qu'à partir de ce moment-là, si on fait de la brique de base un élément en fait central de toute la réglementation sur la soutenabilité en matière financière, par définition, il faut se poser la question de savoir comment on réglemente la production de la donnée de base et de la notation associée. Donc c'est assez logique qu'on arrive à ce moment-là pour cette raison. Troisième élément qui pour moi est très important et à avoir en tête pourquoi on est allé sur le thème de la souveraineté dans le papier en question, et pour inviter à la réflexion, je vais juste rappeler de manière un peu schématique que toute la question de la data ESG, de la notation ESG, de l'appréciation qu'on peut faire sur l'ensemble de ces dimensions est aujourd'hui au cœur d'un conflit de normes majeur entre l'Europe et les États-Unis. Je du coup par une volonté polémique pour faire de l'anti-atlantisme primaire, c'est pas trop mon genre. Mais par contre, il faut juste se dire que vous êtes en tout cas sur une partie des États-Unis dans un régime juridique qui est sous l'empire du simple devoir fiduciaire, qui refuse le principe de double matérialité, qui aboutit même maintenant à des actions de justice contre des animaux financiers qui se revendiqueraient de la double matérialité en question. Vous avez dû voir qu'il y a un certain nombre d'États américains qui ont pris des législations, mais ça va au-delà. Ça commence à être une question qui sont posées. Et l'Europe, qui est régie par la double matérialité financière. Donc c'est pourquoi cette question de souveraineté, quand on a écrit ce papier-là, on n'était peut-être pas encore à l'acmé de cette évolution-là, mais elle est réelle. Il faut en avoir conscience. C'est un fait. Est-ce que ça empêchera des acteurs américains de faire leur travail proprement en Europe? Je ne pense pas, mais néanmoins, il faut quand même avoir conscience de ça. Et donc, derrière la question de la data ESG, sachant que c'est une question de choix, que le choix de la mesure, par définition, c'est déjà un choix de nature quasi politique, de facto, hein, derrière ce qu'on veut mesurer, ce qu'on choisit. À partir du moment où on est dans un environnement où vous avez une position aussi forte, se pose un peu naturellement la question, effectivement, posée Fabrice, qui est celle de la nature des écosystèmes et à qui ils appartiennent. L'arrivée auquel le point d'arrivée un peu de ce papier-là, qui était une forme d'interpellation de la Commission, pour l'engager, non seulement à aller vers une réglementation de la production de data, des scores, etc., mais aussi de se poser des questions de nature un peu plus industrielle,
Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs forcément dire que les grands acteurs qui sont dans les situations que tu décrivais aujourd'hui font mal leur travail, hein, ils font très bien. Mais c'est juste qu'il faut peut-être se mettre en situation d'avoir effectivement une alternative possible. Ça, aujourd'hui, on verra si le débat peut continuer. Mais je vais reprendre mon exemple de tout à l'heure, qui est un exemple important, comme sur le pourcentage de SI dans SFDR. Vous avez vu qu'Amundi a été assez vocaux, ils ont été assez vocaux sur le sujet, ce qu'on pensait sur ça. Je rappelle juste qu'aujourd'hui, hein, si vous faites l'échantillonnage en Europe sur comment des animaux comme nous voyons un univers de référence soutenable à hauteur de X dans son pourcentage de SI, typiquement les MSCI World. Si je le dis de manière un peu provocatrice, mais c'est une réalité quand on appelle benchmark, vous avez des gens qui voient le MSCI World Sustainable à hauteur de 10%, d'autres à hauteur de 90%, toute la nuance des grilles entre les deux. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement un certain nombre de providers de data ou de modalités en fait, ou de rating ou autres, vont être en situation en fait de faire la norme. Ce n'est pas la réglementation niveau 1 qui le fait. Il va bien falloir que le marché se discipline, puisqu'on ne peut pas se retrouver dans la situation d'être dans des écarts pareils. Donc, qui va se retrouver dans la situation de pouvoir faire ça? Ce sont des providers de données ou de méthodos tiers, à qui très légitimement, typiquement, les distributeurs, les banques distributrices des asset managers vont aller leur demander leur avis pour dire vous le voyez comment. Et donc, en fait, ces acteurs-là vont se retrouver aussi en situation, d'ailleurs, je ne dis pas qu'ils ne le font pas bien, hein. C'est juste qu'on les met de facto en situation de potentiellement faire la norme. Donc, si on est dans un environnement normatif quand même relativement encore instable, qui a mis la data ESG et l'appréciation ESG au cœur de son référentiel, et que les solutions industrielles qui existent ou autres ne sont univoques, ça peut poser une question. C'est légitime de la poser, c'est celle qu'on a essayé de poser dans le papier en question. Je termine par ma provocation. En fait, moi j'ai une vraie interrogation pour savoir si on n'est pas déjà en retard d'une réglementation. Pourquoi moi je pense que effectivement la notation ESG en tant que telle est comme objet composite qui agrège des tas de choses très différentes. Parce que de facto, elle agrège des choses différentes. Elle agrège des choses qui sont mesurables, tout moins mesurables, des choses quantitatives, des choses qualitatives, des choses qui relèvent d'une certaine manière de la matérialité financière d'autres mains. Ce sont des objets très composites. Moi, ma conviction assez forte, c'est qu'on va de plus en plus, et c'était une étape absolument nécessaire pour l'intégration de ces enjeux par la sphère financière, et je pense qu'on va aller de plus en plus vers autre chose. Je pense qu'on va aller de plus en plus vers des choses beaucoup plus ciblées. Je pense qu'on va aller typiquement, aujourd'hui, je peux dire que toutes les conversations qu'on a avec nos grands clients sont moins sur des objectifs ESG composites à l'intérieur des portefeuilles que sur comment on transforme leur portefeuille de manière alignée. Comment on va vers du net zéro dans les portefeuilles, vers de l'alignement. Je suis convaincu que c'est la seule conversation qu'on a en ce moment avec les clients qui sont avancés et qui ont fait eux-mêmes leur ESG journey dans l'alignement. Donc moi j'ai une interrogation en fait, je pense que la réglementation qui arrive est fondamentalement nécessaire, mais je pense il faut aussi réfléchir au fait qu'elle doit capturer ce qui est déjà en fait la réalité des conversations entre beaucoup de détenteurs d'actifs et les acteurs dont nous sommes, qui est d'aller vers des méthodologies et des choses qui sont plus ciblées et plus en capacité de générer de l'impact. Et donc, il n'est pas exclu d'une certaine manière qu'on réglemente la notation ESG, alors que la notation ESG sera quasiment plus le sujet dans 2 ans. Je termine sur cette petite provocation gentille, qui n'est pas forcément un appel à réglementer pour d'autres choses. En tout cas, je pense qu'il faut avoir cette réflexion-là. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'encore une fois, on est beaucoup d'acteurs en Europe. On est au-delà, en fait, de cette étape-là qui était nécessaire. On va vers le rouge. Voilà, donc c'est un petit peu ce qu'on va essayer de développer dans le papier, qui se rejoint avec la question de ce matin. Merci beaucoup, l'un et l'autre. Je rappelle que vous pouvez poser des questions quand vous souhaitez, en ligne également. En ligne, ce sera par chat. Et c'est pas commencer. J'avais une première question un peu de recul quand même sur la CSRD. Est-ce que vous avez le sentiment, quel est-il sur le bon calibrage de ce qui a été fait? Est-ce que c'est un texte ambitieux, exigeant, volontariste, ou est-ce qu'on dirait que c'est un texte qui
presque trop encombrant ou difficilement praticable. Est-ce qu'on a posé le curseur d'exigence de données au bon endroit? Est-ce qu'il y a, alors même si le success n'est pas stabilisé, il y a des précisions à venir, etc. Mais est-ce que votre sentiment, c'est qu'on a su apprécier le degré, à la fois la combinaison de degré d'exigence pour la bonne cause et degré de praticabilité? C'est pareil. Alors, d'abord, c'est compliqué de répondre à partir du moment où c'est quand même pas très lisé. Ça doit faire. Non, mais il y a quand même des tas de textes d'application derrière. Il pas la chose n'est pas stabilisée. Je pense qu'à la fin de la journée, ce qui va être intéressant, c'est de savoir ce qu'on veut fabriquer à partir de ça, en fait. Et je pense que la CSRD, elle est partie, en fait, un peu de l'étape de ce que je mentionnais avant, c'est-à-dire sur l'appréciation ESG très large, sur des tas de choses très différentes, et donc elle essaie d'embrasser toutes les dimensions par les différentes exigences de reporting qui peuvent être laissées. Donc, d'une certaine manière, elle correspond, à mon avis, assez bien à un état de l'art qui fait qu'aujourd'hui, oui, il y a beaucoup de points de données à aller chercher, c'est compliqué. Pour prendre l'exemple, je prends un exemple pratique, si je prends donc un grand provider de notation ESG, MSCI pour le citer, je ne sais pas s'ils sont présents, mais de mémoire sur MSCI, juste sur le secteur et gaz, juste sur le point primaire, il me correspond si je dis une bêtise, de mémoire, il y a 60 points de données attachés. 60 quanti, 40 quali de mémoire à peu près, etc. C'est ça la réalité. Donc, le fait qu'il y ait besoin de beaucoup de data, ça, je pense que c'est une réalité. Ça correspondait pas mal, effectivement, à la manière dont on voyait, dont on voit encore la notation scoring ESG, qui est un truc très large. Après, est-ce que tout sera utilisé? Ça, c'est une bonne question. Tout dépendra fondamentalement des objectifs qu'on veut donner au portefeuille selon des objectifs de soutenabilité. Qui sont les principaux utilisateurs pressentis pour toute cette matière qu'on est en train de traiter? Est-ce que, alors il y a les superviseurs sûrement qui s'intéresseront à la matière, et puis il y a des agents, les gérants et les investisseurs. Je veux dire, c'est un accès. Si on se place dans le scénario idéal, vous avez le single data hub européen, single access platform, parce que ça permet ça. Vous avez tout accessible à un moment, à un instant donné. En tout cas, c'est jugé de ce que Fran nous dit, mais je pense que naturellement, on se brancherait là-dessus et on aspirerait la data qui est là au service de notre scoring. Je reviens juste à la première question, trop ou pas assez. Il y a deux acteurs dans le marché, les investisseurs et ceux qui diffusent d'informations qui cherchent des fonds. Et c'est vrai que leurs intérêts sont différents. Je n'ai aucun doute que Jean-Jacques préférait avoir une information très standardisée, harmonisée au niveau européen, produisant quelque chose de parfaitement traitable et comparable. Mais du côté des éditeurs, et c'était pareil pour l'information financière, jusqu'où faut-il aller? Où commence le secret des affaires? Où les spécificités des produits, ou tout dire? Est-ce que finalement, donner énormément d'informations, il n'y en a qu'une partie qui est utilisée, donc pourquoi avoir toute la lourdeur et de mettre en place des procédures pour une information qui n'est pas utilisée? Et une demande assez légitime de la part des grandes sociétés, qui est de dire, si je suis soumis à des jeux de standards différents sur plusieurs pays, alors que je suis actif sur plusieurs pays, ça va devenir cauchemardesque. Donc, il faut essayer de trouver le bon équilibre entre ce besoin de ce qui doit être harmonisé au niveau du marché unique pour produire une information utile, et en même temps, quand même jouer le jeu. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on se pousse les entreprises jusqu'au bout, elles seraient prêtes à ne rien publier du tout. Donc, il faut, voilà, c'est cet équilibre qui se joue en réalité dans la finesse et le degré d'exigence des standards, dont on va bientôt voir si la Commission a repris le même niveau d'ambition que lui a proposé l'IFRAC.
La bonne nouvelle étant quand même que, alors, d'abord, dans les sociétés cotées aussi, donc nous aussi, on est noté par en informatique. Je pense juste que quand je parle des directeurs financiers ou des patrons de grands corporates, la situation est cauchemardesque aujourd'hui aussi. Hein. Oui, pour vous donner, parce qu'il faut le nombre de data, de reports que vous devez faire vis-à-vis de l'ensemble de l'écosystème extra-financier, parce que vous avez les grands acteurs qu'on a mentionnés, mais vous avez aussi, par exemple, tout un tas de sociétés de gestion qui demandent de la data directement. Hein. Et qui, d'ailleurs, pour certaines, se sont fait une spécialité dans le même sens du terme. Aujourd'hui, la vie d'un directeur financier sur ces sujets-là, c'est pas simple. Hein. Donc, on parle d'une situation qui, aujourd'hui, est loin d'être aussi, je pense que ça, c'est important de le rappeler. C'est-à-dire, si à la limite, c'est un corporate pouvait d'une certaine manière aujourd'hui, en tout cas en Europe, se dire je réponds pas et je m'en fiche. D'accord, là, le fait qu'il y ait une réglementation qui arrive devient un point complémentaire. Sauf que la vérité aujourd'hui, c'est que si vous répondez à rien, s'il y a zéro information sur votre société, que vous êtes du coup très mal apprécié par l'ensemble de la sphère financière sur votre performance extra-financière, ça a un coût. Hein. Arnaud. Oui, je voudrais poser deux, trois questions un peu pied dans le plat, profitant de l'expérience et la vôtre. Peut-être deux d'abord sur Jean-Jacques et puis une pour vous deux. Tu as parlé des 17 providers de data aujourd'hui en matière de climat, de neutralité climat, de Global Finance Pact pour suivre les données climat pays émergents. On voit un seul provider sur le terrain qui est d'origine et de présence totalement anglo-saxonne, je ne donnerai pas le nom, mais que le monde a en tête, et qui est un émisseur important avec vous. On me dit que c'est pas grave, puisqu'il faut attendre la solution européenne qui arrive. Est-ce qu'on est en train d'avancer sur une solution européenne en matière de data sur les sujets de carbone et de l'économie internationale? Est-ce qu'on en est sur le sujet? Deuxièmement, les alliances qui aujourd'hui sont en train malheureusement de se réduire, pour dire d'exploser dans le domaine de l'assurance, dans le domaine des gérants d'actifs. Tu as vu ça à l'origine. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'engagement des acteurs financiers, de l'assurance, gestion, au moment de cette remise en cause, pour des raisons de concurrence, du droit de la concurrence pour les sociétés d'assurance américaines aujourd'hui notamment? Est-ce que c'est une raison de façade? Est-ce que ça veut dire que l'engagement des acteurs est en train de faiblir sur cet aspect-là, parce que c'est quand même un sens net. Et enfin, dernier point concernant l'approche européenne, on est quand même dans une situation qui en a dit, vous en avez dit tous les deux, où dans la compétition mondiale, on a un système européen qui devient de plus en plus complexe et cohérent. Quand on additionne la taxonomie, plus conserver maintenant c'est Majun, alors la Chine n'est pas le meilleur exemple pour le monde, mais en tout cas, Majun dit la semaine dernière, lors du forum de Lima, disait la différence de la taxonomie européenne et la taxonomie chinoise, c'est que la taxonomie chinoise fait 60 pages, la taxonomie européenne fait 500 pages. Mais comment voulez-vous que les acteurs internationaux puissent répondre à une taxonomie si compliquée devant une salle de 1500 participants internationaux? Il a été accusé. Comment est-ce qu'on peut essayer de mettre un peu plus de simplification dans ce qui est fait au niveau local? Alors, merci Arnaud pour les questions. Sur la data en matière climatique, il y a encore des progrès à faire. Effectivement, comme sur tous les sujets de data, est-ce qu'on a des alternatives entre les fournisseurs? C'est une question. Moi, je considère que ce n'est pas une donnée qui est parfaite, mais aujourd'hui, on a quand même suffisamment de données existantes. Alors attention, je rentre un petit peu dans le détail. Je parle
des data qui concernent le scope 1, 2, scope 3 upstream. Le scope 3 complet, c'est plus compliqué, il n'y en a pas encore. Et aujourd'hui, nous, on estime qu'on a suffisamment de data de bonne qualité pour proposer des solutions et des fonds ouverts net zéro. On a quand même sorti du 14 en un an, sur toutes les classes d'actifs. Alors, après, je veux dire, on ne se lancerait pas là-dedans si on ne considère pas qu'on a une data qui est suffisamment relativement fiable. Et du coup, on se réjouit plutôt qu'il y ait pas mal de providers aussi. Typiquement, je donne un exemple. Il y a pas mal de providers qui fabriquent des données de température, un truc qui a été un peu à la mode pour essayer d'associer des températures à données associées à des entreprises. Nous, on n'a pas de religion particulière sur le fait qu'il y en aurait une qui serait meilleure que les autres. Nous, on en a 3, et on en met 3 à disposition des gérants qui envoient 3 mécaniquement dans son outil de front pour se faire une idée de la trajectoire des ventes. Aujourd'hui, moi, j'estime qu'on a quand même, évidemment, on fera des progrès. C'est un idée. Et je veux dire, on commence à avoir une data suffisamment robuste et des ordres de grandeur qui permettent de faire des missions alignées de manière assez précise. Et c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il faut aller de plus en plus vers l'alliance. Sur les alliances, les situations sont très différentes, je pense, selon les alliances. Mais pour répondre à ta question, est-ce que c'est un faiblissement des engagements des acteurs? Je ne le verrais pas comme ça, en fait. Alors, c'est peut-être mon côté un peu outrageusement positif. Je le verrais plus comme un signe de maturité que les acteurs se rendent compte de l'importance des engagements qu'ils ont pris et du fait qu'une fois qu'on a pris des engagements, il faut être en capacité de les tenir. Et donc, d'une certaine manière, je le vois plutôt comme un signe de maturité du fait que c'est des choses de manière un peu brutale. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris des engagements à Glasgow sans trop savoir ce qu'ils faisaient. Je sais que c'est un petit peu provocateur. Parce que c'est des engagements lourds. Je rappelle, quand vous êtes un détenteur d'actifs, il y en a peut-être dans cette salle, si vous êtes membre de la Net Zero Asset Owner Initiative, ça veut dire qu'en 2025, c'est-à-dire après-demain, vous avez pris l'engagement de réduire l'intensité carbone de votre portefeuille, correct, au 1, 2 et 3 upstream, entre moins 16 et moins 30% sur base 2019. C'est un vrai. Non, c'est tout à fait bizarre, parenthèsement, mais je veux dire, c'est vrai. Donc, je pense que, donc ça, à mon avis, c'est plutôt un signe que, d'une certaine manière, on évolue tous dans un sens de grand sérieux, en fait. Deuxièmement, il y a des sujets juridiques très spécifiques aux États-Unis qui existent. On verra comment ils aboutissent, on verra s'ils aboutissent d'ailleurs. Et après, c'est aussi le reflet, je pense, mais pareil, d'arriver un peu à maturité des alliances en question, qui doivent se poser la question de la bonne comparabilité des engagements qui sont pris par les acteurs qui en font partie. C'est-à-dire, on s'est assuré d'un bon level playing field à l'intérieur des alliances. Donc, je pense qu'il y a des acteurs qui considérant que le level playing field n'est pas là, ils ne sont pas contents et donc ils claquent la porte. Et je le vois plus comme un signe de maturité du sujet, plus que comme une volonté de se désengager. Et après, pour terminer, mais sur Fabrice sera bien meilleur que moi là-dessus. Pareil, je vais essayer de voir la dimension positive. Je ne vais pas dire que la réglementation européenne sur les sujets de soutenabilité et de financière n'est pas complexe. Ça serait gonflé, je vais dire ça. C'est complexe, ça pose des tas de questions, des tas de méthodologiques. Ceci étant dit, elle présente quand même un très grand avantage, cette réglementation, ce paquet réglementaire qui existe en Europe et qui a existé en Europe avant tous les autres continents. C'est qu'elle a poussé les acteurs européens à être eux-mêmes meilleurs sur ces sujets-là. Ça aide quand même, quand vous avez dû vous poser toutes ces questions-là sur le fond, vous poser des questions d'intégration dans vos systèmes. Est-ce qu'on serait tous là au niveau de la sphère financière européenne, au niveau d'avancement auquel on est, c'est encore assez long d'ailleurs, s'il n'y avait pas eu tout ce travail européen qui a tout un tas de travers qu'on connaît, je ne suis pas sûr. Donc, il faut y voir aussi un élément positif. Merci. Pardon, en une seconde, donc je suis évidemment d'accord avec toi. Et il y a quand même une dimension intéressante politiquement, c'est que dans ce domaine, on a décidé d'être normalisateur. Dans le domaine financier, on a pris de la normalisation qu'on a de l'extérieur.
Cette fois-ci, je pense qu'en termes de justement consolider cette avance, et donc ça produit des normes peut-être un peu plus grand nombre de pages, mais des fois on peut écrire des horreurs en une seule page et des choses très pratiques en 50 pages. Donc le nombre de pages ne me paraît pas être le nombre des textes. Comment vont être traitées les informations des participations de sociétés européennes qui détiennent des participations à l'extérieur de l'Europe, d'un point de vue data? Ça, c'est la première question. Et très vite, on va arriver au problème d'informations sur les produits qui sont produits à l'extérieur de l'Europe pour savoir, au point de vue data, la taxonomie, les aspects plus ou moins propres de ces produits, comment on va obtenir l'information qui serait à l'extérieur de l'Europe. Au quotidien, Ça, j'ai envie de dire, ça va dépendre un peu de extraterritorial. l'extraterritorial, hein, la réglementation européenne. Hein, donc, théoriquement, elle s'applique, donc vous êtes censé pouvoir la récupérer, la réclamer et la réclamer. Après, pour les participations, ça me semble pas forcément un énorme problème parce qu'aujourd'hui, si l'entreprise est domiciliée, son siège est domicilié en Europe, en fait, on va lui demander de réconcilier les données agrégées. Alors, on va mettre la charge sur l'entreprise, sur la capacité de les collecter, hein. Mais de facto, c'est à ce niveau-là qu'elle va la reporter. Sur la deuxième dimension, elle a une dimension extraterritoriale, effectivement, cette réglementation. Donc, elle est censée être applicable, censée être en dehors de l'Europe. Peut-être une petite nuance par rapport à l'information financière. Comme vous avez des filiales, etc., vous avez des comptes sociaux par entité juridique. Ici, la question ne se pose pas. C'est de consolider une suite à la tête de groupe. Et donc, pour les produits importés, comment on va avoir Les produits, ça va être plutôt typiquement pour la taxo, c'est beaucoup plus, pour mémoire, la taxonomie, c'est le raisonnement par activité, hein. Donc, ça va être plutôt c'est fondamentalement, c'est de la data agrégée qui va être plutôt par rapport au pourcentage du chiffre d'affaires selon l'activité qui est considérée comme taxonomie éligible. Donc, c'est pas produit par produit, ça va être plus vraiment en lien. Normalement, la data, la question, c'est de la data consolidée. Donc, c'est à l'entreprise de la consolider dans l'ensemble de ses participations et ses filiales. Et comment on prend le delta entre, par exemple, les Chinois et nous? Parce que nous, on a une vision universelle et puis eux, ils ont leur vision. Donc, si on apporte des produits, il va y avoir un delta de coût. Comment on va le compenser? Alors, je suis pas sûr de comprendre totalement la question à partir du moment où, encore une fois, c'est pas tant des produits que des chiffres d'affaires associés à des activités. Après, si la question que vous posez, c'est comment on va faire un miroir entre la taxonomie européenne et la taxonomie chinoise. Je n'en ai pas la bonne idée aujourd'hui. Je sais qu'il y a des groupes de travail qui se sont mis en place. Alors d'abord, en Asie, entre certaines juridictions pour déjà se mettre d'accord sur les taxonomies communes. Typiquement, il y en a une qui est en train qui est laissé monter entre Singapour et la Chine, pas plus tard, il y a 3 semaines. Et puis, il y a le travail que va essayer de faire la Commission européenne pour trouver des ponts entre les différentes taxonomies. Alors, à ce stade, comment ça va marcher et comment ça va interagir, je n'en ai aucune idée. Sachant qu'il y en a des taxonomies, ça fleurit, il y en a un peu partout. Il y en a une en Afrique du Sud maintenant. La manière dont les taxonomies entre elles vont se parler, serait bien capable de répondre à cette question. C'est le danger, c'est quand même d'envoyer les trucs les plus polluants à l'extérieur. Oui, mais ça, pour envoyer un sujet historique qui est typiquement même la manière dont la Convention du climat fonctionne, c'est-à-dire on est basé sur les émissions de production et pas les émissions de consommation. Oui, en même temps, ton portefeuille est international. Tu dois le mesurer globalement. Oui, ça oui. C'est une question qui est fondamentale et qui s'est posée dans toutes les architectures, notamment internationales, sur ce sujet-là. Oui, une question. Pour répondre, monsieur répondre à votre question de provocation dernière. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser l'approche positive que vous avez utilisée dans vos réponses sur votre question de provocation? À savoir, c'est un petit peu corrosif, hein, mais si on commence en disant la limitation extra-financière
c'est fort sympathique, peut-être arrivé, mais ce n'est pas une notation. Ce n'est pas la même chose qu'une notation financière qui estime une probabilité de défaut de paiement. Alors que le scoring du ESG, c'est une agrégation de scores de transparence plus ou moins améliorés. Et vous avez évoqué l'alignement. Donc l'alignement, c'est typiquement ce que les analystes ESG savent connaître depuis longtemps, c'est-à-dire cette ambition d'une performance de long terme qu'on peut évaluer par les scénarios. Et la mesure d'alignement, c'est en fait une mesure de probabilité qu'une entreprise atteigne un objectif de température. Donc, on est là assez proche de la notation financière. C'est-à-dire que l'évolution naturelle de l'extra-financier, c'est finalement d'arriver à avoir des objectifs environnementaux et sociaux qui sont fixés par le gouvernement et sur lesquels on puisse évaluer la capacité d'alignement des entreprises. Et dans cette perspective, le petit point ajouté par la Commission, qui est de dire on réglemente fermement les agences de scoring, de notation, mais on est une opération porte ouverte pour tous ceux qui pourraient apporter de la donnée pour construire ces scénarios. Parce que la performance long terme, c'est pas juste dire bon, en 2050, on sera à tel niveau. C'est construire la dynamique, faire le scénario par rapport auquel on va évaluer l'entreprise. Et c'est pour ça que ces data providers nouveaux sont nécessaires. Et alors, tout petit point pour répondre à monsieur sur la taxonomie chinoise, je crois que la taxonomie chinoise, elle est effectivement plus courte parce qu'elle n'est pas de même nature. La taxonomie chinoise dit quelles sont les activités pure player qui vont contribuer au vert, alors que la taxonomie européenne définit les objectifs que les activités, y compris les activités anciennes, s'alignent sur quelque chose de. Alors, c'était l'ambition. C'est pas toujours réussi, mais c'était l'ambition de l'État. La taxonomie européenne aujourd'hui, c'est pas une zone critique, mais elle a quand même une dimension assez statique. C'est-à-dire, elle vous permet de mesurer d'une certaine manière ce qui est green dans un portefeuille à la donnée, pas trop à une sorte de transition. Oui, mais alors là, est-ce que ça, c'est pas un petit dysfonctionnement des institutions européennes? Parce que la taxonomie, elle pourrait, justement, je parlais de scénario tout à l'heure, genre, on en a parlé avant, la taxonomie, c'est précisément ce qu'on pourrait utiliser pour mesurer les alignements. En tout cas, mais pour ça, il faudrait effectivement un exécutif européen qui arrive à s'engager dans le futur sur les objectifs. Moi, ça y contribue parce que dans une stratégie, ce que vous essayez d'apprécier la stratégie d'alignement d'une entreprise, ça va être la part de son business qui est aujourd'hui d'ores et déjà dans des activités effectivement considérées comme soutenables et leur évolution, les CAPEX qui permettent d'y aboutir, la trajectoire historique d'émissions, celle que vous avez pu constater, et celle qui est projetée au regard des plans de transition qui peuvent être soumis, d'ailleurs on encourage à soumettre aux assemblées générales actuelles. Donc moi je suis tout à fait d'accord avec vous, je pense qu'aujourd'hui l'objet évaluation, notation ESG a d'ores et déjà, et c'est très bien, et va continuer de plus en plus, à aller vers des directions, on les appelle comme on veut, mais relativement plus spécialisées, avec des dimensions projectives qui vont être beaucoup plus importantes, se rapprochant d'ailleurs effectivement tout à fait de l'analyse financière classique. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple intéressant, mais qui est interne. Nous, on a engagé quand même très fort la maison pour fabriquer de la gestion alignée, pour produire, offrir des fonds ouverts et aller, entre guillemets, si vous me passez l'expression, convertir nos clients institutionnels pour leur demander de confier leurs actifs avec une gestion alignée. On a défini un cadre méthodologique interne auquel il faut adhérer, il faut le respecter pour pouvoir être qualifié comme être de gestion alignée. On a eu un immense enthousiasme des plateformes de gestion. Mais vraiment, je ne le dis pas pour le côté marketing du truc, c'est-à-dire les géants se sont impliqués là-dedans, ont fabriqué des fonds et des solutions d'une certaine manière parce que ça leur parlait très directement par rapport à ce qu'ils savent faire.
je pense qu'on va aller de plus en plus vers des appréciations qui vont être de cette nature. Après, vous pouvez pas le faire sur toutes les dimensions, et le climat, évidemment, par définition, qui est le premier sujet qui nous avons, c'est parfaitement. Madame a une question. Oui. Je vais revenir sur deux choses. Donc, la première, c'est le sens du pourquoi et la question des effets. Parce que si on regarde pourquoi les données ESG, donc si théoriquement les données ESG, c'est quoi annoncer une transition durable vers des entreprises qu'elles deviennent beaucoup plus résilientes et durables avec la définition de la résilience, de la durabilité, de qu'est-ce qu'on va laisser pour le monde futur, pour la génération future en exploitant les données. Si on arrive à ça, il y a deux choses. Le débat double matérialité, potentielle matérialité, impact matérialité. Est-ce qu'il y a vraiment un sens? Parce que du moment où je veux devenir durable et résiliente, si je parle du principe, par exemple, je regarde en termes de la biodiversité, et il y a des mécanismes forts, soit du risque de réputation, parce que la société change sa manière d'approcher, que la société demande une économie durable. Et il y a le risque de régulation. Donc, les réglementations en termes de biodiversité, gestion d'eau, bien-être du personnel, posent un cadre. Donc, du coup, je passe facilement par ces deux mécanismes de quelque chose qui est une évaluation à impact, qui va forcément générer un risque ou un impact financier, parce que soit en termes de pénalité, soit en termes de mise de conformité par la réglementation. Donc, à la fin, au bout de la chaîne, pour une entreprise, même si je commence par un strict impact, je veux forcément retomber via ces deux mécanismes vers un impact financier. Ça, c'est une autre chose. Ça, c'est déjà un débat. Donc, pour moi, une fois que ces deux mécanismes de transformation, l'impact financier et durabilité double impact se confondent. Maintenant, il faut isoler ces mécanismes par le fait qu'on passe d'un niveau. La deuxième chose, quand ça repasse, on parle du rating. Quand on regarde un rating, je ne vois pas comment ça fait parfois le rating. J'ai l'impression qu'on somme des cochons et des poules. Parce qu'en termes de biodiversité et de bien-être, comment on arrive à agréger ça tous ensemble pour faire le rating? Alors, peut-être qu'il faut repartir dans une approche de profil-risque. Parce que dans une approche de profil-risque, j'ai différentes problématiques. Donc, c'est comme si je fais un bilan de santé. J'ai le sang, j'ai le rein, les résultats ne sont pas agrégés. Si j'ai un problème au rein, j'ai un problème au rein. Si j'ai un problème au foie, j'ai un problème au foie. Pareil pour les problématiques ESG. Si j'ai des problématiques de biodiversité, c'est biodiversité. Si j'ai des problématiques en termes de gestion du personnel, c'est gestion du personnel. Bon, après que l'ensemble, mon corps est malade, mon corps est malade. Mais après, je n'assomme pas ma maladie du cœur et du foie au même moment. Et aussi, par le fait de profil de risque, ça permettrait tout justement de cette transparence pour pouvoir aussi se dire, demain, pour moi, devenir résiliente et durable, qu'est-ce que j'amorce? Et alors là, l'objectif est clair et ça retourne au pourquoi. Parce que si on voit la taxonomie, si on voit la CSRD, on nous demande 1000 data points. Mais aujourd'hui, en tant que consultante ESG, quand j'accompagne le client, le pourquoi n'y est pas. Et si on regarde par exemple le tiers standard, je crois que vraiment c'est ceux qui ont compris, il avait des données et aujourd'hui qui commencent à se poser en caractère sectoriel. Donc à l'intérieur du secteur, je me pose, je commence à faire des diagnostics point par point. Ça a un sens que malheureusement aujourd'hui, les travaux sur les analyses sectorielles n'étaient pas abandonnés au niveau de la CSRD, parce que pour moi, c'est le point. Et donc, comment faire un impact si je ne gère pas le risque? Et donc, dans la mesure d'impact, pour pouvoir générer un impact positif, ça veut dire que quelque part, j'ai maîtrisé mes externalités négatives. Donc, je suis obligée de pouvoir passer par une gestion de risque si demain, je veux générer un impact positif, sinon celui qui est logique. Sinon, je fais ici, puis après, tout ce que je génère de négatif, par un peu de son. Voilà, donc, pensez. Question longue. J'essaie de répondre de manière courte à votre question. Est-ce que à la fin de la journée, le débat entre devoir fiduciaire, single materiality, double materiality peut se résoudre in fine? Oui, j'en suis convaincu. Je pense qu'aujourd'hui, c'est simplement qu'il est tributaire de postures politiques de nature différente. Et à la fin de la journée, je suis tout à fait d'accord, ça se rejoint. Donc, il ne doit pas y avoir de sujet. Et ensuite, sur votre deuxième point, je pense qu'on dit la même chose que disait monsieur aussi justement. Donc, on est en train d'aller de plus en plus, pour moi, et c'est une bonne nouvelle. Et peut-être que l'existence d'une data un peu plus précise nous permettra d'aller vers, encore une fois, des agrégats qui mélangeraient
Je faisais parler de conso, on voyait tout, enfin, des commodes et des pommes, vers des choses qui sont effectivement vont être beaucoup plus ciblées et probablement beaucoup plus sectorielles par priori. C'est vers ça qu'on va. La question que je me pose, c'est effectivement, est-ce que la réglementation qui pointe sur ces flux-là se met bien dans cette projection-là, se dire que c'est vers ça qu'on va aller et pas en train de réglementer ce qui était l'état de l'art sur lequel on a vécu dans les 10 dernières années. C'est le conflit. Une question liée à l'enseignement ouvert au-dessus de la donnée extra-financière, ONG, etc. Et si oui, est-ce que les asset managers européens, Market et Bloomberg, qui sont des acteurs européens, Ils y viennent évidemment. ils viennent, mais pas le content. Ils souhaitent devenir la même position qu'ils ont sur les marchés financiers, ils souhaitent le faire. Bien sûr. Et dans la réalité, pour l'instant, est-ce que vous connaissez si les asset managers européens les utilisent dans un... Oui, mais après, moi, ce que je peux vous dire sur les grands asset managers européens, enfin, ceux que je connais, la plupart, à ma connaissance, on a à peu près tous la même approche, c'est-à-dire qu'on achète à peu près tout ce qui se promène, beaucoup, pour se faire notre propre idée et pour pas être en situation de dépendance ou autre, sachant que c'est pas tant de dépendance industrielle, c'est plus ça, ça peut être une question, mais c'est aussi une dépendance vis-à-vis d'une manière de penser. Oui. Donc moi, enfin, la plupart des grandes sociétés de gestion européennes, qu'on connaît, nos pairs, ils ont une tendance naturelle non, ça reste un marché qui est quand même encore un peu fragmenté. Il se consolide, mais il reste un peu fragmenté. J'ai des questions de plusieurs ordres. La première, c'est sur CSRD elle-même. Parce que sur CSRD, il se trouve qu'on avait fait des travaux dans le cadre de la LFR, notamment en écho avec les autres, ceux du Haut Comité juridique de classe, où on avait l'impression qu'à l'occasion de la transposition de CSRD, qu'on poserait la même question présente quand on les voit la semaine prochaine. Mais j'avais l'impression qu'il y avait une occasion de faire un peu le ménage. Je vais vérifier comment est-ce qu'on articulait ça avec 173, avec un code de la consommation, enfin, faire une transposition propre. Est-ce que c'est vers ça qu'on s'oriente avec l'idée de l'ordonnance ou est-ce que l'objectif est d'aller hyper vite et du coup, ça risque d'être, de votre point de vue, et là je parle de la question du principe, je mets la question autrement, parce que c'est pas à vous que je vous pose cette question comme ça. Vous, la question que je dois poser, c'est est-ce que vous espérez qu'à l'occasion de l'introduction de CSRD, on puisse nettoyer la superposition des dispositions françaises et européennes et quel est le meilleur moyen d'y parvenir? Voilà. Je formule la question comme ça. Ma deuxième question, c'est sur les enjeux de gouvernance. Parce que Fabrice a dit, maintenant ça devient un sujet sur la gouvernance. Mais en même temps, vous avez dit, j'ai une directive à sortir sur les annotations, qui à la séparation des analyses à l'intérieur des entreprises, entre financier et du non financier. Moi, j'avais l'impression que c'était une question plus ouverte. Je n'avais pas compris qu'elle allait se cristalliser aussi vite. Est-ce que c'est une bonne chose de la séparer? Pourquoi est-ce que je pose la question comme ça? Parce que j'ai quand même l'impression que c'est deux mondes qui s'ignorent, quand même, mais où il y a de l'expertise croisée utile. Est-ce que faire de la notation extra-financière sans rien comprendre de la notation financière, ça ne me paraît pas raisonnable? Et vice-versa. Donc, est-ce que c'est la bonne approche de radicalement séparer et qu'est-ce qui pourrait justifier cette approche Pour répondre tout de suite là-dessus, la séparation, elle sera entre la notation et le conseil. C'est pas la même. Ah, d'accord, ok. Donc, je vous pose ma question autrement. C'est quelle est la bonne approche entre à l'intérieur? Parce que dans les travaux précédents, là aussi, de la VFR, on avait l'impression que
en apprenant, en marquant, il y avait certaines entreprises qui s'apprêtaient justement à rapprocher les deux métiers pour mieux les exercer. Est-ce que c'est la bonne approche? Est-ce que, si c'est le cas, comment ça, il faut orienter d'éventuels travaux européens qui pourraient déboucher là-dessus? Parce que je pense qu'il y a un moment où il y aura des recommandations, des orientations sur la façon dont les entreprises doivent structurer leur gouvernance en matière de gestion de l'extra-financier et du financier. Avec évidemment le risque, et là, ce que la commission de l'AMF et ma réponse de rapport, dès qu'on a commencé à regarder CSRD, c'est l'impératif que CSRD ne fragilise pas la crédibilité et l'autorité de la notation financière. Voilà, j'ai deux autres questions, je vais vous déjà Répondre à transposition propre. Oui, enfin, en tout cas, je vais faire une réponse qui est très générale, hein, mais aujourd'hui, on vit une superposition qui est compliquée pour tout le monde, c'est-à-dire entre les échelons européens, les échelons nationaux. Donc, une position là pour répondre à Amélie. Hein. Donc, tout ce qui contribue à mettre le sujet au niveau européen, avec typiquement du label ou des règles applicables de manière équivalente aux différents États de l'Union, de notre point de vue, non stop. Et en plus, ça fonctionne pas. Je prenais l'exemple. Complètement. Regardez que le gouvernement sur la transposition. Si, on va regarder, mais ce que je veux dire, c'est si l'occasion, pour revenir sur le principe, c'est l'occasion de faire du toilettage, entre guillemets, et grosso modo, pour essayer d'aligner au maximum des choses sur un standard qui est applicable de manière un peu transverse. Je vais prendre un exemple. Hein. À Amundi, on fabrique énormément de gestion sous label. Donc, on s'adapte évidemment au label français, au label allemand, au label autrichien. Fondamentalement, le meilleur label qu'on a inventé pour moi dans les dernières années, c'est PAD et CTB. Hein. C'est ce qu'il y a de plus exigeant en matière climatique, c'est appliqué partout de la même manière. C'est ce qui a permis de basculer énormément de flux financiers sur des solutions alignées. Énormément, j'exagère un peu, on n'est pas encore millions malheureusement, mais je veux dire, ce qui était un sujet de niche n'allait plus. On va le savoir assez vite. Je crois que la Chancellerie et Bercy vont sortir leur première piste pour les tout prochains jours. Sur la question d'un débat au Parlement, ça s'appelle. Ça, c'est un choix de transposition par ordonnance. Même capacité. Après, sur l'organisation, sur les enjeux de gouvernance, pour ce qui concerne les sociétés de gestion, de mon point de vue, ce qui est important, c'est de s'assurer que les traitements de conflits d'intérêts soient bien. Qu'il y ait des règles applicables pour les traitements de conflits d'intérêts, hein, parce que typiquement, une grande société de gestion, par définition, elle peut être investie dans des entreprises qui peuvent être aussi ses clients, et donc typiquement, il faut s'assurer qu'effectivement, il y a des règles de gestion de conflits d'intérêts qui permettent de prendre ça en compte. Mais il faut poser une exigence de mon point de vue à ce niveau-là. Après, aller dans le détail, est-ce que ça veut dire que votre équipe financière, elle doit être splittée entre extra-financier, financier, etc. Ça, je suis très dubitatif, parce qu'en plus, aujourd'hui, la réalité, c'est que ce sont des équipes qui, quand elles sont encore séparées, d'abord par toute la journée, travaillent tout le temps ensemble, font pas toujours d'accord, ce qui est une très bonne nouvelle. Et ce qu'il faut, c'est organiser des gouvernances pour trancher les éventuels conflits qu'il y a entre les analyses. Mais en faisant un niveau principiel, si on commence à dire qu'il faut que vos analystes extra-financiers soient à tel endroit, les financiers soient à tel autre, ça m'inquiétera un peu. Et peut-être pour répondre en illustrant avec l'audit, que je connais un peu, il y a eu un débat très vif au Parlement et au Conseil sur cette question-là, sur l'interaction entre les deux types d'informations. Et certains voulaient justement éviter qu'il y ait une analyse des logiques financières sur des logiques de durabilité, il voulait absolument tout séparer. Mais finalement, à la fin, on se rend bien compte que les deux informations vont interagir les unes avec les autres. Et c'est ce type d'information que le marché cherchera à avoir, justement. Et le texte lui-même, on prend la question de la gouvernance, a tout simplement étendu le champ de compétences du comité public et du conseil d'administration pour que ce soit la même entité qui aborde bien les deux sujets. Et ensuite, on a la question de qui l'auditera.
mais en réalité, dans la majorité des cas, les sociétés vont se tourner vers leur commissaire aux comptes pour le faire, pour justement permettre cette connectivité intelligente. Après, il y a une autre question qui est très franco-française de transmission, c'est qu'on a un système de co-commissariat pour l'information financière, et on ne voit pas très bien pourquoi il n'y aurait pas une forme de co-assurance pour l'information de durabilité. Pourquoi elle serait traitée moins bien? Fabrice, peut-être tu n'avais dit un mot d'un des volets des traitements de l'IFR, c'est l'impact déjà aujourd'hui sur les marchés ou non de cette connaissance, de cette matière data sur la finance durable. Est-ce que ça s'est traduit par un impact marché ou est-ce qu'on est encore trop tôt pour imaginer que peut-être cette transformation que des informations sur la pollution, sur la fabrication d'autonomie, sur le mauvais traitement social dans les épaves et un impact sur le marché financier, on le voit déjà. Donc on sait déjà que cette information va avoir un impact, mais le fait qu'elle soit normalisée et donnée de manière périodique est nouveau. Et son impact sera peut-être pas aussi violent que l'être un accident. Et en plus, sa lecture dans le temps sera probablement très différente de l'information financière. Donc il est peut-être un peu tôt, effectivement, pour savoir quand sortiront les états de durabilité, comment ça sera lu par le marché. C'est pas encore un peu tôt pour le dire. Je parle bien d'une information standardisée, comparable dans le temps et dans l'espace. Je vais peut-être relayer deux, trois questions et remarques qui sont exprimées en ligne de Patrick Julien. D'abord, concernant l'opposition US-UE, c'est-à-dire ISSB versus CEPRAC, M. Barberis a-t-il conscience que la communauté grande entreprise, c'est-à-dire AFEP et autres Business Europe, a choisi l'approche US limitée au risque marché? Donc, peu nombreux et peu influents sont les fonds français et européens qui pèsent sur les décisions d'entreprise. La réponse est oui, j'en ai parfaitement conscience. Je ne commencerai pas, mais j'en ai parfaitement conscience. Okay. Si à la fin, en effet, la question, c'est à la fin, est-ce que c'est le standard américain qui gagne? On verra. Historiquement, on va dire le track record est plutôt en faveur du standard américain. Quelques remarques, c'est plutôt des commentaires. L'une des difficultés est bien la compatibilité entre les différents acteurs. L'accumulation des data ne garantit pas l'indépendance des data et leur signification ni leur pertinence. Et par ailleurs, la production de l'intelligence artificielle dans le domaine des data ne règle d'ailleurs pas grand-chose, ni sur la qualité ni sur la pertinence, mais peut au contraire intégrer un élément de complexité additionnel. Une autre question d'ailleurs de M. Lumière. On reste encore dans une logique de best in progress qui ne dit pas si une entreprise fait ce qu'elle devrait faire, surtout si le peloton n'avance pas. Pourquoi ne pas caler le résultat élévé sur le delta de progression des éléments versus les curseurs posés par la puissance publique au regard des agendas, par exemple le NET, vous avez parlé, et donc aller vers une notation publique, c'est le type de définition de la valeur notable qu'on semble avoir à améliorer. Ça, en tout cas, moi, je partage assez remarque. Je pense que la question, c'est ça, est-ce que vous faites de manière agrégée, comme on fait aujourd'hui, ou est-ce que vous le faites sur certains sujets? Aujourd'hui, une gestion alignée, fondamentalement, c'est ça. C'est mesurer l'empreinte carbone d'un portefeuille, simuler son évolution dans le temps par rapport à la trajectoire qui devrait être celle du portefeuille en question au regard d'une trajectoire d'alignement, d'en mesurer le delta et au besoin d'effectuer des actes de gestion qui permettent de vous remettre pour la trajectoire. On va exactement, typiquement sur le gisement aligné, c'est exactement ce que j'ai écrit monsieur, je n'ai pas retenu le nom parce que c'est mort plus photographie politique, mais c'est exactement vers ça qu'on va. Est-ce qu'il faudrait que ce soit une notation publique ou autre? C'est une question qui se pose. Une dernière question, est-ce qu'il faudrait qu'une notation de crédit soit aussi produite par des autorités indépendantes publiques? fonction des difficiles. Voilà, c'est beaucoup une question. Une question aussi sur l'écosystème. Fabrice, on a parlé sur cette nécessité que se crée progressivement un écosystème, mais en même temps, ça ne se décrète pas. Est-ce que la puissance publique a quelque chose à faire là, ou ce sont les acteurs de marché, enfin les acteurs concurrentiels ou non concurrentiels qui doivent s'adapter, qui va s'ajuster, qui va se compléter,
s'organiser. Oui, cette remarque est très juste. Ça peut être un mélange des deux. Il y a des manières de dessiner la réglementation qui favorisent la diversification d'un marché. Ce sont des stratégies, ce que je m'appelle des stratégies de sortie d'un duopole ou d'un oligopole. Ça existe dans certains domaines. Les réponses ne sont pas les mêmes si c'est une obligation légale, si c'est pas une obligation légale. Il y a la réglementation peut aider à la diversification du système. Je l'illustre en un mot, le fait qu'il y ait un haut-commissariat en France fait qu'on a le marché de l'audit le plus diversifié d'Europe. C'est aussi simple que ça. Mais ce n'est pas forcément vrai pour les agents de notation. Il n'y a pas une obligation légale, pas en même type. Donc il faut réfléchir, on peut caper le marché, enfin il y a des outils, mais il faut en avoir la volonté. Cela étant dit, il a absolument raison. Après, c'est à l'écosystème et aux innovants et aux acteurs de marché de se saisir du sujet. Et là, il y a quelques signes positifs. Personnellement, j'interprète les apps qui ont cette base de données accessible par tout le monde gratuitement, comme une capacité pour des jeunes start-upers innovants de pouvoir partir depuis leur garage pour devenir peut-être une grande entreprise de notation ou de traitement de données. Donc il y a des petits progrès, mais c'est vrai qu'il faut que les acteurs de marché, les places financières se saisissent du sujet. Il y a eu des tentatives. Un dernier point, presque le dernier point, Jean-Jacques. Sur cette demande pour davantage d'informations et pratiques et de notation, est-ce qu'il vient davantage des institutionnels, elle vient aussi des petits porteurs qui réclament le plus de l'éclairage et des repères dans l'engagement d'investissement? C'est venu beaucoup de la sphère institutionnelle au départ, et ça continue à l'être. Après, aujourd'hui, moi je n'ai pas encore, je ne sais pas si quelqu'un là, mais c'est intéressant de partager. Ça sera très intéressant de voir le bilan qui sera fait d'une première année de consultation MiFID auprès des clients finaux pour leur demander quels sont les enjeux qui pour vous sont importants en termes de soutenabilité. Théoriquement, ça devrait pouvoir répondre à la question qui vient d'être posée. Puisque c'est la fin de journée et que c'est le temps de sourire. Vu les types de questions qui ont été posées, qui sont prévues par la réglementation, j'ai un léger doute. Parce qu'il faut quand même avoir un bac plus 8, plus élevé, pour être capable de comprendre la question. Sans la moindre méchanceté vis-à-vis de la réglementation. Je vais dire, vite pour mémoire, pour qu'on soit tous bien d'accord, une question qu'on doit poser, c'est quel pourcentage de votre fonds vous voulez qu'il soit sustainable à hauteur de combien, donc le pourcentage de SI, le pourcentage de taxo, les PAI auxquels vous voulez ne pas être exposé. Et quatrième question, est-ce que vous avez répondu oui aux précédentes questions, est-ce que c'est alternatif ou cumulatif? C'est ça la réalité quand même. C'est pas du tout c'est pas de la provocation, c'est une réalité. Et en face, le distributeur a l'obligation de mettre un fonds qui correspond exactement à ça. Voilà. Donc, sachant que la réglementation vous permet parfaitement de cocher non, je ne suis pas intéressé, et de continuer à investir dans des fonds tout à fait soutenables et d'exprimer vos choix autrement. Donc, je ne sais pas si on va récupérer la bonne info. Pardon, je suis désolé. Une question pour Fabienne Marier, juste pour le plaisir d'entretenir la discussion sur le nombre de providers, de cabinets d'audit, quelques acteurs comme ça de ce marché un peu niche, finalement, et qui pose des enjeux immenses. Ce n'est pas le seul secteur. Là, on est dans un bon cas d'école. Où l'Europe, comme vous l'avez dit, est très forte en termes de capacité à réglementer, mais les métiers des acteurs de marché sont pas en métier. On doit avoir la tentation de dire qu'il faut qu'on crée des acteurs européens, des champions européens. Et si on n'y arrive pas, comment ça se fait? Parce que et ça rebondit un peu sur ce que Jean-Jacques a dit à propos des questions MiFID. Là, on est sur une vraie question de souveraineté. Et ces enjeux de souveraineté sont difficiles dans le grand débat public à porter
autour des questions qu'on est là en train d'aborder. Oh, elles sont majeures, parce que vous bouclez sur ce que vous avez dit. Si c'est le provider qui est en situation de monopole qui définit la norme, bah, la boucle est bouclée. Hein. Donc, que doit faire la prochaine commission dans ce donc, il doit proposer de faire la commission. Je pense que ça doit être la priorité de la CNU du chapitre 3. Et ce n'est pas que réglementaire. Il y a juste un mot. Le terme de souveraineté agace en dehors de France, il faut le savoir. Oui, vous parlez de stratégie. Non, moi je serais encore plus pragmatique. Je parlerais d'autosuffisance. L'autosuffisance. On est autosuffisant, puis on est ouvert, évidemment. C'est ce que font tous les grands autres marchés. Et ensuite, il y a des moyens, et c'est pour ça que je parlais de stratégie de sortie des oligopoles. Ça doit être ça le cœur de la réflexion. Ça existe, il y a des études économiques, beaucoup d'idées, et ça dépend vraiment beaucoup des types de marchés, de leur mode de fonctionnement. Mais les gens qui possèdent des réseaux peuvent utiliser ces réseaux pour d'autres choses. C'est quand même intéressant, pardon. Réfinitive et la bourse de Londres. C'est quand même intéressant. J'aimerais bien comprendre quels ont été leurs calculs de synergie. C'est quand même eux, les acteurs les plus en pointe sur la donnée durabilité du futur. Donc, je pense que tous les acteurs doivent se poser des questions de comment ils peuvent contribuer à diversifier le marché en utilisant leurs forces. Et certains l'ont compris, d'autres non. Mais c'est une réflexion qui ne peut pas être effectivement que menée par la Commission. Il faut le faire en liaison très étroite avec les acteurs du marché qui expriment leurs besoins et laisser la place un peu à l'imagination. Moi, je pense qu'il y a une chose qui est très fortement recommandée, hein, c'est, je pense qu'on donne plus pouvoir aux acteurs de marché à partir du moment où la norme n'est pas stable ou pas comparable dans son application parce qu'elle laisse des champs trop ouverts et à ce moment-là, elle fait nécessairement naître un besoin de normalisation par un tiers. Aujourd'hui, il y a plein de sujets dans la réglementation européenne qui existent à l'heure actuelle qui laissent le champ à ce champ ouvert, qui favorise en fait, et c'est normal hein, pour tout le monde, le fait qu'il y ait un tiers qui apporte une solution comparable aux acteurs. Mais en moyen de faire ça, c'est normé pour de vrai. Et là, à ce moment-là, vous prenez le pouvoir, c'est-à-dire vous déterminez, puisque l'Europe a fait le choix jusqu'ici d'exercer son pouvoir, son autonomie stratégique ou sa souveraineté par la norme, et j'ai envie de vous dire, quitte à normer, autant normer jusqu'au bout. Une conclusion pour la réflexion. Oui, absolument. Je voudrais quand même juste relayer la toute dernière qui remet un peu de perspective aussi. Pour revenir sur le sujet des taxonomies, la diversité entre les régions, notamment Amérique du Nord, Europe, Asie, démontre que le monde ne regarde pas dans la même direction car les intérêts divergent. Comment établir un système collectif avec des intérêts divergents et comment créer un système de bénéficiation dans un tel univers. Et ça débouche un peu sur quelque chose qu'on n'a peut-être pas tout à fait, qu'on a éludé peut-être, c'est cette opportunité finale en ISSD, SRS. Est-ce qu'on va y arriver vers une approche un peu commune ou est-ce qu'on va, le plus probable est qu'on reste sur des approches parallèles? Dans nos papiers, on a dit, si vous êtes en conformité avec les normes européennes, l'idéal, c'est que vous soyez jugé en conformité avec la norme américaine. Si on arrive à ce résultat, tout va bien. L'alignement parfait, mais il faut la cohérence. Il faut trouver des formes de cohérence. Trouver des formes de cohérence, et par une forme de cohérence, on a toujours certains. Nous avons deux niveaux de matérialité. Le innovant, donc le moment, pas pourquoi on ne met pas le pain. Non, mais dans ce sens-là, oui. Et quand la plus blanc d'Europe, c'est dehors, c'est normal. Mais ce que disait madame, c'est qu'à un moment, à la fin, ça converge. Donc, on doit
Moi, je suis assez. Enfin, si on à supposer qu'on le prenne par certains sujets spécifiques qu'on considère comme prioritaires, le climat étant le premier d'entre eux, moi, j'ai tendance à bâtir une cohérence, c'est tout à fait possible. Après, si on essaie de l'appliquer sur des choses très qui mélangent plein d'approches différentes, qui sont pas vraiment réconciliables, ne serait-ce que entre certains pays européens, ça, j'ai plus de doutes sur la capacité à y arriver. Bah, on commence par combat. Très bien. Merci beaucoup. Vous avez peut-être un petit mot de conclusion à la conclusion? Non, j'ai bien aimé certains éléments qui ont été proposés. Merci beaucoup et merci d'avoir réussi à trouver la date, le moment, le sujet. Non, simplement peut-être pour rebondir, on peut dire que, comme vous savez, l'affaire est très utilisée sur ces sujets-là et que dans le dernier trimestre, on va encore avoir des travaux qui vont permettre de rebondir à la fois sur CSRD, mais aussi sur cette articulation entre le parallèle entre CFDR, taxonomie et quelques autres exigences nouvelles qui s'imposent aux entreprises. Merci. D'accord, c'est